C'est bon. Ok, bon, du coup, on va continuer la veille. Donc, on va commencer comme d'habitude par le bulletin, donc le Patch Tuesday de Microsoft de ce mois de septembre. Donc, 50 vulnérabilités qui ont été patchées. On va parler des 5 plus critiques, dont 2 0D. Donc, on a déjà une RCE dans le framework .NET qui concerne le framework jusqu'à sa version 4.8. On a ensuite une privesc dans le cluster Kubernetes, donc d'administration. On a une RCE dans le composant, donc Internet Connection Sharing, donc ce qui est utilisé pour partager l'accès à Internet entre plusieurs machines. Euh, et on a ensuite une privesc dans le service de streaming, donc service proxy de Microsoft. Donc ça, c'est une 0D qui est exploitée actuellement en masse. Et on a également une 0D qui permet de voler les HNTLM via Microsoft Office. Alors ça, c'est moi qui l'ai rajouté tout à l'heure. C'est l'exploitation d'une chaîne de vulnérabilité sur SharePoint, sans espace d'ailleurs, et qui permet en fait d'avoir une exécution de code à distance sans authentification. Alors si vous entendez mes filles en haut, c'est parce que je suis de garde de mes filles malades et elles crient. Et donc en fait, il y a deux vulnérabilités. La première, c'est un contournement de l'authentification, et la deuxième, c'est celle dont vient de parler Jérémy, qui permet en fait d'exécuter du code directement à partir d'un objet qu'on peut instancier et lui passer du code qu'il exécute tel quel. Donc c'est pas mal. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'article est très très long. La personne détaille tout ce qu'elle fait et surtout à la fin, elle résume en disant voilà, à la base, je m'attendais à faire un truc ultra simple et en fait, ça a été hyper compliqué. J'ai dû contourner plein de choses pour pouvoir arriver à cette chaîne d'exploitation. Mais c'est assez intéressant parce que ça prouve encore une fois que ce genre de solution dispose de beaucoup de vulnérabilités qui permettent d'en prendre le contrôle complet à distance. Donc pour cette fin d'année, il faut juste faire attention à la première version de Windows 11, donc la 21H2, qui est en fin de support. Et sinon, pas d'autres choses d'ici l'année prochaine. Donc ensuite, donc un bulletin, donc cette fois lié à Apple. Donc on va parler de 3 vulnérabilités dans cette slide, mais on va revenir après sur d'autres vulnérabilités qui ont été corrigées entre-temps. Donc on a une privesc en local, donc dans le kernel framework iOS de mémoire, ça peut préciser. Une RCE dans le WebKit, un WebKit qui est utilisé sur Safari, sur leur application de mail et dans l'App Store. Donc globalement sur tout l'environnement iOS et macOS. Euh, une application, la possibilité en fait de bypasser la validation de signature et donc en fait de faire valider votre application malveillante qui aurait été poussée sur le système. Et donc pour ces 3 vulnérabilités-là, elles impactent globalement tous les systèmes, donc macOS, pardon, version 12.7 à 13.6, iOS, donc 16.7 à 17.01, iPadOS et watchOS. On a ensuite, donc ça, c'est en référence à du coup, la vulnérabilité qui était expliquée plus tôt. Non, c'est une autre. Pardon, une RCE donc, qui est réalisable sur Kubernetes et qui permet d'élever ses privilèges au système, donc aux routes du système. Donc pour ça, il faut que forcément l'attaquant dispose d'un accès au nœud Kubernetes et il doit également disposer d'un privilège apply. Donc ça se fait pas aussi facilement. Donc ensuite, ça lui permet d'accéder à l'API Kubernetes et de prendre littéralement le contrôle de toutes vos machines présentes sur Kubernetes. Donc cette RCE est associée à deux autres vulnérabilités. Donc une qui permet donc via un manque de contrôle d'envoyer d'envoyer vos commandes PowerShell. Et ensuite vous avez une privesse qui est possible, qui affecte le composant, le CSI, le Container Storage Interface. Donc ces deux-là vous permettent d'exploiter votre RCE. Et donc là, on a Kubernetes jusqu'en version 1.28 qui est vulnérable. On a ensuite une 0D donc sur une solution d'Apex One, donc sur les deux versions, donc la version SaaS et la version on-premise.
mais également sur la solution Worry-Free Business Security. Donc c'est une RCE donc qui est possible lors de la désinstallation de la solution euh, et qui permet en fait d'obtenir les droits système. Mais par contre, les prérequis, il faut avoir un accès sur le contrôle d'administration du système cible. Mais bon, vous exécutez vos commandes en tant que système, ça en vaut la chandelle. Euh, et donc les correctifs donc, sont disponibles pour toutes les solutions vulnérables, que ce soit Apex One ou Worry-Free Business. Donc ensuite, donc la privesque un peu du moment, donc la faille Looney Tunables, donc qui est présente dans glibc, donc à partir de la version 2.34, et qui est tout simplement une privesque donc possible grâce à l'exploitation grâce à une buffer overflow. Donc la buffer overflow qui se situe dans le traitement d'une variable, donc la glibc tunables, qui est présente dans le chargeur dynamique ld.so, donc qui affecte tous les systèmes, donc la Debian actuelle et la future, euh, les deux dernières Ubuntu, les dernières Fedora. Donc tous sont affectés à part l'Alpine qui n'utilise pas directement glibc mais qui utilise un muscle libc. Mais bon, pour toutes les autres machines, vous pouvez partir du postulat que vous devez corriger cette faille. Et malheureusement, enfin du moins au moment où j'ai préparé le point, il n'y avait pas encore de patch mise à disposition pour la vulnérabilité. Par contre, il y a une solution temporaire qui a été rédigée par Red Hat et qui vous permet de voir à quel moment vous utilisez la variable glibc tunables et d'arrêter d'utiliser. Alors, ce qui est pas mal, c'est que Alpine, c'est surtout utilisé pour Docker, enfin très utilisé pour Docker, et comme beaucoup d'applications ou services, enfin API sont sous Docker, Alpine, en gros, tous ces services-là sont pas vulnérables. Ouais, c'est ça. Ensuite, donc pour revenir sur Apple, ils ont dû corriger leur 17e faille 0D de l'année. Donc les pauvres, force à eux. Donc une faille donc encore au niveau du kernel, qui permet d'élever ses privilèges, donc que ce soit sur iPhone, iPadOS, donc en version 16.6. Donc vous pouvez regarder sur vos téléphones, vous avez la possibilité de passer en version 17.03. Donc mettez à jour vos téléphones, car les dernières versions de la branche 16 du coup, sont vulnérables à cette CVE. Et donc en même temps du coup la mise en place du correctif, il paraît que cette mage résout également le problème de surchauffe des iPhone 15. Euh, donc à voir si le problème se reproduit ou pas. En parlant de surchauffe, Jérémy, je te propose qu'on essaye de donner, de redonner La main à la Marc-Antoine. main à Marc-Antoine avant que mon PC ne meure d'inanition. Donc j'ai ces slides, je partage. Il faut que voilà. Je touche à rien, moi. Alors le problème c'est que là Marc-Antoine ne voit plus rien. Donc il faut que j'arrête le partage pour repartager le bon écran. Excusez-nous. Faut que je choisisse l'écran. Je vais prendre le deuxième écran et je vais mettre les slides de Marc-Antoine pour qu'il puisse les voir en même temps. Magnifique. Est-ce que vous voyez bien en ligne? Voilà, Maintenant, c'est bon. Vous voyez bien? Ouais. Ouais, ils disent ça marche dans le chat. Allez, ben Marc-Antoine, on t'écoute. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous faire un petit aperçu rapide de la LPN 2023, donc qui a été votée le 1er août au JOL 2. Hein, donc vous étiez tous derrière vos écrans pour aller lire cette merveille. Alors c'est pas dans le bon ordre ça. Ça c'est pas dans le bon ordre. Okay. Non, c'est pas le bon ordre. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est la première fois. Bon, en fait, il y a deux choses à retenir. D'abord, No Limits Sécu a publié hier, donc 9 octobre, hier matin, un épisode spécial LPM expliqué par Mathieu Feuillet,
qui est le sous-directeur opération de l'ANSSI et qui, en clair, porte le texte depuis sa rédaction initiale, par les services de l'ANSSI, avec son équipe, bien sûr. C'est lui qui a suivi tous les débats parlementaires et c'est lui qui est en train de suivre la rédaction du décret qu'on attend pour, je cite, février 2024, fermez les guillemets, et les arrêtés aussi, qui sont vraiment l'explication des dispositions techniques que je vais vous présenter. Alors voilà, super. Merci Jean-Philippe. Donc il y a trois. En fait, si vous voulez comprendre la LPM, alors allez la lire, hein, c'est à disposition sur le JO. Sur le JO, il y a trois types de mesures à retenir. La première, ne sont pas dans l'ordre, hein, mais dans l'ordre que moi j'y vois comme intérêt. La première, c'est le problème de la divulgation obligatoire des vulnérabilités significatives. Et je ne vais pas vous lire juste le texte, je vais vous reprendre aussi les quelques explications que nous a données hier pour nos limites sécu Mathieu Feuillet. C'est quand même plus éclairant que du baratin d'avocat. Ensuite, je vous expliquerai comment la LPM 2018, accrochez-vous, a été modifiée par la LPM 2023. C'est la partie marqueur technique. Et la dernière partie, où je serai assez rapide parce que ça dépasse un peu mes compétences techniques, je vous poserai juste les principes, c'est tout ce qui va être les copies de cache DNS et les filtrages de noms de domaine. Si Jean-Philippe veut bien passer à la suite. Voilà, donc ça, c'est la slide. Vous trouverez ça sur, bien sûr, le site web de nos limites sécu. Vous trouverez ça sur mon site web. J'ai fait un post aussi LinkedIn. Vous raccrochez sans problème à cet épisode qui me semble particulièrement intéressant. Voilà, j'insiste pas. Donc, première partie. Alors, ça va être très résumé. Je vous mettrai mes slides, bien sûr, à disposition sur mon site web dès que j'ai un peu le temps, dans la semaine. Donc, aujourd'hui, nouvelle disposition de la LPM 2023. Je vous passe le détail. Ça va être 23.21.4-1 du Code de la Défense. Nouvelle obligation généralisée pour les éditeurs de logiciels de notifier à l'ANSSI sans délai, dans un délai raisonnable, bref, soit les vulnérabilités significatives affectant leurs produits ou leurs services, donc on est sur du logiciel on-prem ou sur du service SaaS, IaaS, PaaS, comme vous voulez. Et la deuxième obligation qui rejoint la première, c'est en cas de vulnérabilité significative qui pose un problème au système d'information d'un opérateur et qui est susceptible d'affecter son logiciel on-prem ou son service, obligation de notifier à l'ANSSI. Voilà, c'est ça à retenir en synthèse. Alors, je vous ai fait quand même 2 slides, vous allez voir, c'est très joli, le texte en version originale. Donc, on va le passer parce que rien que pour le lire, sinon, il y en a pour une demi-heure. Donc, vous aurez le détail, bien sûr, sur mon post de blog où on fera ça avec l'OSIR. Donc, je passe. Ça s'applique à toute société ayant son siège social sur le territoire français. Et puis aux sociétés contrôlées, machin. En clair, vous êtes éditeur sur le territoire national. Ces dispositions s'imposent à vous à compter de publication, en clair, publication du décret prévu par l'ANSSI fin février 2024 au plus tard. Je vous le fais vraiment en synthèse. Donc ça s'applique. Le truc à retenir de cette slide, c'est donc tout produit ou service, tout logiciel ou service, logiciel, service web et compagnie. Attention, y compris, ça c'est une précision qu'a apporté Mathieu Feuillet dans le podcast Nos Limites Sécu, y compris les bibliothèques tiers embarquées, y compris les open source. Donc, quand vous commercialisez quelque chose, il est de votre responsabilité de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vulnérabilité significative dans le package que vous commercialisez. Voilà, donc ça c'est la même slide qui vous dit la même chose, mais le dialogue est simplifié et ça énerve le cavalier du 2e régiment de chasseurs à cheval. Voilà. Donc ça vise les 2 cas précis, ça je vous les ai détaillés tout à l'heure, c'est juste la slide qui le dit de manière plus aérée. On passe à la suivante. Le critère. Le critère, en fait, c'est toujours le même critère légal maintenant. Droit français, droit européen, que vous soyez sur NIS 2, DORA, la LCEN sur la crypto. Donc là, on est en 2004. La lutte informatique offensive, les normes ISO, le RGPD et aujourd'hui la LPM 2023. Dès qu'il y a un problème sur disponibilité, authenticité, intégrité, confidentialité des données, du logiciel, du service, blablabla. Donc, le critère est absolument le même pour tout.
Ça, c'était les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre le décret à venir de l'ANSSI, donc février 2024, annoncé par l'ANSSI, où la notion de vulnérabilité significative, donc le terme significatif sera précisé, ainsi que les seuils d'application éventuellement pour les sociétés de plus de 30 personnes, plus de tant de chiffre d'affaires, plus de tant de parts de marché, on n'en sait rien. Donc, on attend le décret d'application pour dans 6 mois. Donc, je pense que j'aurai le plaisir de revenir dans 6 mois expliquer le décret. Alors, que faire si c'est le cas? Si c'est le cas, vous devez notifier à l'ANSSI ainsi que l'analyse et les causes des conséquences. Donc, ce n'est pas juste de la notification de vulnérabilité, point barre. Il va falloir que vous organisiez un dossier. Il faut être clair, puisque en plus de notifier à l'ANSSI, normalement, c'est la slide d'après, si elle veut bien arriver, il faut prévenir les clients. Alors là, on est dans un cadre de B2B. Hein, c'est quand même assez nouveau. Ça va arriver aussi dans NIS 2 et dans DORA pour les amateurs de législation cybersécurité. L'idée, c'est de prévenir tout le monde. Voilà. Si l'éditeur, le prestataire, ne le fait pas spontanément, eh bien, je cite toujours Mathieu Feuillet de l'ANSSI, name and shame, c'est l'ANSSI qui va le faire pour vous et qui va dire que vous avez été notifié, que vous n'avez rien fait, vous avez été notifié par l'ANSSI l'obligation de le faire, vous ne l'avez pas fait, eh bien l'ANSSI va le faire à votre place. Je peux te poser une question, Marc-Antoine? Gratuite? Bien sûr. Là, tu dis que ce sont les éditeurs de logiciels. Est-ce que c'est tous les éditeurs de logiciels français ou est-ce que c'est simplement ceux qui font des logiciels particuliers? C'est tout le monde. D'accord. Donc les gens qui font un logiciel sous Access, sous WinDev, etc., des trucs obscurs faits dans un bureau, ça rentre là-dedans. Si on a un siège social en France. Donc l'ANSSI sont toujours 500, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est pour ça que nous attendons beaucoup le seuil du significatif pour savoir si ça s'applique à 50 ou à 500 000 entreprises. Si c'est ça la question, c'est bien ça ma réponse. Alors bon, on n'insiste pas. Non, tu nous en as raté une de Oui, des logiciels libres. Non, stop. Celle d'après. Voilà. Donc là, ce qu'il faut que vous reteniez au final, ça c'est pareil, c'est une citation de l'épisode de No Limit Sécu. Pour éviter à l'avenir la gestion des vulnes par le déni. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a des opérateurs, enfin des éditeurs ou des prestataires, ils oubliaient un peu de notifier puis ils oubliaient de corriger. Voilà, donc la citation était assez sympa. Et le dernier truc, pardon, les slides sont un peu en vrac. Dernier point sur les éditeurs. Il n'y a pas d'obligation de correction, ça a été précisé par l'ANSSI. C'est une obligation d'information de l'ANSSI et des clients pour une raison simple, c'est qu'il y a certains logiciels qui sont tellement obsolètes qu'apparemment, on aurait des problèmes de correction. Donc, ce n'est pas une obligation de correction, mais une obligation d'information. Sinon, c'est name and shame et ton nom sera inscrit sur le mur de la honte et tu seras fouetté. Voilà, deuxième partie, pour vous le faire un peu rapide, les marqueurs techniques. Alors, pareil, je vous passe le texte parce que c'est un cauchemar. En plus, c'est une modification d'un précédent article de la LPM de 2018, donc c'est gratiné à lire. Retenez ça. Tous les critères, pratiquement tous, de cette LPM visent deux types d'hypothèses. C'est pour la protection de la défense nationale et partout de la sécurité nationale. C'est pas la même chose. Et je pense que vous êtes nombreux à connaître la quadrature du net qui fait des recours dès qu'il y a un décret qui est pris par l'ANSSI ou par l'ARCEP. On a une jurisprudence qui est intéressante, qui nous dit, une jurisprudence européenne qui nous dit ce que c'est que la sécurité nationale. Je vous laisserai lire la définition, c'est assez large. Ça prend en compte les activités de terrorisme. Voilà. Donc en fait, l'ANSSI élargit ses pouvoirs pour les conditions de la défense nationale, c'est normal, on est dans la LPM, et pour la sécurité nationale. Alors, les événements de sécurité concernés qui vont obliger ou permettre de déployer les marqueurs techniques. Vous voyez, ça ratisse large. Autorité publique, opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels, donc les OIV, allez, mettons 500, les opérateurs de services essentiels 300, les autorités publiques, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, on ne sait pas. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez le picto joli avec UE et les étoiles au milieu, là, en bas, les 300 OSE vont devenir
10 000 entités essentielles avec NIS2. Donc, on va changer le bracket. Mais surtout à retenir, c'est qu'il faut que ça affecte donc ces 3 types d'entités ou les prestataires qui participent à leur système d'information. Donc, potentiellement, c'est assez élargi à discrétion de l'ANSSI. Il y a 2 trucs à retenir et je rentrerai pas trop dans les détails techniques, d'abord parce qu'on les a pas, mais je vous poserai juste 2-3 principes. Donc, c'est l'ANSSI qui collecte des marqueurs, ok, ça je pense que vous savez ce que c'est. Et la nouveauté, c'est ou des dispositifs permettant le recueil de données. Donc, ça ressemble à de la sonde souveraine, là encore, qui permet d'aller collecter des IOC, des traces, des marqueurs. Vous les appelez comme vous voulez. On manque encore un peu de détails. Alors, voilà, ça, c'est toutes les entités à qui on peut imposer la collecte et la détection de marqueurs. Donc, vous avez les opérateurs de communication électronique, bien sûr, les FAI, les hébergeurs et, grosse nouveauté, les data centers qui n'avaient ni le statut, même endroit, c'est horrible ce que je vous dis, donc j'en ai tout à fait conscience. Donc, ceux qui étaient ni opérateurs de communication électronique, ni fournisseurs d'accès Internet, ni hébergeurs au sens de la loi machin, eh bien, les data centers prennent ces obligations à l'identique, pour autant qu'ils soient situés sur le territoire national, puisqu'on est bien dans une loi de programmation militaire. Alors, en fait, la réalité, pour comprendre tout ça, pour les gens pas très doués en technique comme moi, toujours pareil, je cite Mathieu Feuillet et je remercie encore No Limit Sécu pour cet épisode qui était vraiment intéressant. En clair, il s'agit d'identifier des TTPs d'attaquants ou d'arriver à identifier des incidents de sécurité qui seraient survenus chez des victimes d'attaques, donc chez des attaqués. C'est ça l'histoire. Voilà, retenez ça juste en principe. Après ça, on a une définition légale des marqueurs techniques aujourd'hui qui va être reprise à l'identique parce que ce serait dommage de ne pas faire travailler l'ANSSI pour nous faire encore un nouveau décret. Retenez ça. Dans l'étude d'impact qui a été publiée par le gouvernement au moment du projet de loi, voilà, il y avait des détails qui étaient intéressants. L'étude d'impact, rien que la LPM, c'était de la page 311 à la page 396, donc c'était sympa à lire. Vous voyez, c'est toujours ce qui est intéressant à retenir, pardon, les copies de machines compromises. Voilà, c'est ça le truc que veut l'ANSSI, c'est des IOC et suffisamment de données pour arriver à s'en trouver. Voilà. Et on a plein de littérature, les éléments secrets permettant de déchiffrer le trafic malveillant. Vous voyez que ça va assez loin. Et il y a 3 mots à retenir que moi j'ai retenu de ce que disait Mathieu Feuillet. C'est copie de disque, copie de mémoire vive, capture de trafic réseau. Voilà. Et si vous voulez du détail, ce sera dans les décrets. Et les décrets, on les a pas. Mais je cite voilà, de manière technique ce que ça va donner, cette notion de marqueur technique qu'on va pouvoir aller collecter partout. Alors, je pense que vous voyez que mes slides et vous ne me voyez pas moi. Je ne vais pas m'énerver avec mes amis DPO, parce que le RGPD, il y en a marre. Là, vraiment, moi, j'en peux plus. Soyons clairs, que ce soit cette partie-là de la LPM ou la dernière partie sur les copies de cache DNS ou les filtrages des noms de domaine, il n'y a pas de données à caractère personnel. Il n'y en a aucune. Zéro, nada, que pouic. C'est de la donnée exclusivement technique qui est même précisé que vous verrez sur la deuxième partie. Enfin bref, c'est de la métadonnée, ce sont des IOC, ce sont des traces, c'est tout ça pour détecter des TTPs et il n'y a pas de données à caractère personnel. Voilà, j'arrête de m'énerver et on peut passer à la slide suivante. Et nous arrivons sous vos yeux ébahis à la 3e partie, alors qui est particulièrement pénible à lire dans la LPM. En fait, il y a 2 choses regroupées dans plusieurs articles. Donc, c'est les copies de cache DNS et les mesures de filtrage obligatoires. Je vais essayer de vous résumer les 2 maintenant. Sur la partie filtrage de nom de domaine, ça vise 2 hypothèses différentes. Soit il y a un nom de domaine qui a été déposé de manière malveillante pour des actions malveillantes par un malveillant, 3 points de suspension. Okay, donc ça, c'est vraiment du nom de domaine fait pour des attaques. Ou alors, un nom de domaine avec un utilisateur légitime s'est fait compromettre. Et dans les 2 cas, l'ANSSI veut pouvoir prendre la main sur le DNS. Et que peut faire l'ANSSI? Alors, je voulais vraiment résumer à l'extrême dans une slide.
soit l'utilisateur légitime, il est mis en demeure par l'ANSSI de réagir, soit il fait rien ou il y a un nom de domaine déposé par un attaquant et l'ANSSI prend la main. Et à cette fin, peut bloquer, suspendre, transmettre, renouveler ou rediriger un nom de domaine. Voilà, donc c'est fait à l'extrême. Et pour vous résumer sur ce point-là, ça c'est Jean-Philippe Gaulier qui avait eu la gentillesse de me l'expliquer. C'est comme du DNS menteur, mais sauf que c'est révélé aux users. Donc en clair, on va essayer d'empêcher les attaquants d'utiliser des noms de domaine ou de bricoler les noms de domaine parce qu'ils sentent que ce soit un grand nombre d'attaques qui passent par le DNS. C'est la deuxième partie de cette troisième partie. Donc on est 3.2, les copies de données de cache DNS. Ben voilà, ça c'est le titre, donc c'est très joli. On peut passer à la suite, Jean-Philippe. Voilà. Alors, voyez la manière dont c'est défini dans la loi. Donc, toujours pareil, il va falloir attendre les décrets où on aura des précisions. Des données techniques, toujours pareil, non identifiantes, enregistrées de manière temporaire par les serveurs gérant le système d'adressage par domaine. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus à dire. Dans l'étude d'impact et toujours pareil, dans le podcast No Limit Sécu, l'ANSSI vous l'explique clairement, identifier les infrastructures d'attaquants, suivre leurs activités pour les identifier, les bloquer et compagnie. Alors, à retenir sur ce qui est filtrage des noms de domaine et copie de cache de DNS. Je vais y arriver. Tout ça a fait l'objet de quelques modifications au passage à l'Assemblée nationale au mois de juin dernier, passage absolument passionnant, où il y a eu des garanties qui ont été accordées de manière supplémentaire au profit de l'ARCEP. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que l'ANSSI, qui est un service de l'État, donc qui dépend de l'État directement, ne peut mettre en œuvre les dispositions de la LPM 2023 que sous le strict contrôle de l'ARCEP, qui est une autorité administrative indépendante. Voilà. Donc, des garanties ont été accordées, donc tout devrait bien se passer. Ça c'était pendant quoi? C'était dans l'étude d'impact, toujours pareil, de la loi. Il était bien prévu que les données collectées, les données de cache DNS, étaient des IP machine to machine et en aucun cas des IP permettant des IP type sur le terminal de l'utilisateur pour éviter tout drame vis-à-vis de la CNIL qui devra également se voir notifier le projet de décret pour donner son avis et vérifier que tout se passe bien. Voilà, et j'arrête. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Et sinon, je vous mettrai toutes mes slides, bien sûr. Vous pourrez voir le détail avec tous les liens à cliquer très jolis. Je vous fais ça, c'est promis, dans les 72 heures. On va reprendre la veille avec Jérémy et Vlad et on prendra toutes les questions à la fin de l'enregistrement. C'est bon? Ok, donc on va continuer. Donc on va parler d'une 0D qui a été corrigée aussi sur Chrome, donc la cinquième de l'année. Donc on parle de Chrome, mais ça affecte aussi Microsoft Edge, le Safari chez Apple et autres. C'est eux qui, bon, on en parlera après. Donc c'est une vulnérabilité donc qui touche à la bibliothèque libdpx, donc qui est une bibliothèque de codec vidéo. Donc c'est par exemple elle qui prend en charge le VP8 et VP9 sur Chrome. Donc là on a une buffer overflow sur le tas qui permet d'obtenir une RCE et donc là cette heap buffer overflow exploitable jusqu'aux versions 1.13.1 de libdpx. Donc elle est assez exploitée. Donc pensez à mettre à jour vos navigateurs, par exemple la version 117.0, etc. de Chrome qui corrige la vulnérabilité. On a ensuite une 0D du côté d'Adobe Acrobat et Reader, donc aussi une RCE, donc pas mal exploité selon le CISA. Et donc là, vous avez également les versions patchées. Donc ensuite, donc depuis juin, on parle pas mal de Move IT Transfer. Donc il y a encore pas mal de choses à dire dessus, mais
là maintenant, on parle aussi de VS FTP Server, donc qui comporte une faille au niveau du module du transfert ad hoc, donc qui permet aussi également d'obtenir une RCE. Mais par contre, il faut que l'attaquant soit pré-authentifié sur le serveur. Et donc là, la faille précisément se trouve dans l'interface de gestion, donc qui se permet de prendre le contrôle Oh non, c'est une deuxième faille. Donc qui lui permet de prendre le contrôle à distance sur l'ensemble des fichiers du serveur. Donc ça lui permet tout simplement de supprimer, de renommer, ou tout simplement de lire les fichiers sensibles sur le serveur. Euh, dont ceux présents à la racine du serveur. En dehors de la racine du serveur. Donc là, on a quasiment toutes les versions de VS FTP serveur qui sont vulnérables, sauf deux versions par miracle. Donc c'est pas les dernières versions, c'est des versions intermédiaires. Donc vous avez la 8.7.4 et la 8.8.2. Donc une fournie en 2020 et une fournie en 2022. Donc cette attaque, donc en fait, qui est une technique qui a été découverte en 1998, qui touchait le standard cryptographique PKCS version 1.5. Donc en fait, il a été en fait, perçu que cette technique était actuellement toujours réalisable sur les algorithmes cryptographiques asymétriques actuels, donc Diffie-Hellman, RSA, CDSA. Donc en fait, c'était une vulnérabilité qui était basée sur le temps et qui en fait, donc l'attaquant ne cherchait pas à récupérer la clé privée, mais arrivait tout de même à reconstruire le message de base. Donc, ce qui est important finalement. Et donc, ce qui voudrait dire qu'en fait, en utilisant cette technique, ça devient possible en fait de retrouver le message initialement chiffré par RSA. Et donc c'est pour ça que on a pas mal de CVE du coup liés au projet qui utilisant ces bibliothèques, donc dont OpenSSL, GNU-TLS et les autres selon le langage utilisé. Donc ensuite donc une vulnérabilité donc qui touche le format WebApp, donc qui permet de charger des images PNG ou JPEG entre autres. Donc qui globalement touche toutes les applications basées sur Electron. Donc là, on parle plus simplement des navigateurs, mais on parle aussi de Signal, de OnePassword, d'autres solutions de forme de mot de passe. Et donc là, qui vous permet en fait d'obtenir une RCE, donc qui est également basée sur Unique Overflow. Donc il y a la version Chrome qui est exploité en masse. Pensez à mettre à jour Chrome. Vous avez également du coup BlastPass qui va en fait utiliser cette vulnérabilité sur iOS 16.6. Donc c'est la fameuse zéro clic dont on m'a parlé le mois précédent. Et donc Ouais, c'est moi qui ai ajouté la suite parce qu'il y a eu un gros débat concernant la communication des éditeurs, parce qu'en fait, Apple et Google ont communiqué pas au même moment, avec des numéros de CVE différents, ce qui a posé quand même pas mal de problèmes pour la compréhension, pour comprendre que, enfin, au début, on pensait que c'était que Apple, finalement, c'était également Google et donc les navigateurs, et ça allait même plus loin. Typiquement, Apple, c'est la 41064 et Google, c'est la 4863. Donc ça pose vraiment des problèmes, sachant que ça a laissé un certain temps aux attaquants de potentiellement exploiter la vulnérabilité. Surtout que dans certains cas, la vulnérabilité était aussi exploitable sur des serveurs. C'est-à-dire qu'il y a des services qui utilisent potentiellement de l'électron, mais pas que, vulnérables, et qui étaient vulnérables à ces vulnérabilités sans qu'on le sache sur le moment de la publication du bulletin d'Apple. Donc ouais, là ça a été, enfin Apple et Google ont été très très critiqués là-dessus sur la planification de leur communication sur le sujet. ensuite, on part du côté d'Exim, donc à savoir une messagerie électronique qu'on retrouvait sur la plupart des systèmes Linux, donc qui est vulnérable à 4 CVE, dont 3 critiques, enfin 4 critiques, mais une à 9,8, donc 2 qui sont liées à une mauvaise gestion des requêtes SMTP, donc qui permettent un out of bounds write,
Donc, une écriture au-delà du tampon et du buffer et l'écriture sur un espace mémoire privé. Et une buffer overflow, donc cette fois liée à une mauvaise gestion des requêtes NTLM et un integer overflow, dans la librairie utilisée par Exim, donc la lib SPF2. On va encore parler d'une 0D, donc cette fois du côté de Confluence. Donc en fait, via cette vulnérabilité, il est totalement en fait possible de vous créer un compte administrateur, du coup non autorisé, qui vous donne ensuite accès à l'ensemble de l'application. Donc il paraît que si votre serveur est basé sur un domaine atlassian.net, vous n'êtes pas concerné par cette vulnérabilité. Pour les autres, passer à des versions non impactées selon votre branche. Ou pour le petit œil aussi, pensez à filtrer les accès vers Setup Search Étoile. C'est à partir de là qu'on peut remonter à la création d'un compte administrateur non légitime. Et pensez aussi du coup à faire un inventaire de vos comptes admin. Donc vous avez un outil qui a été fait, donc disponible sur GitHub, qui vous permet de scanner tout ça. Donc ensuite une attaque donc assez récente, donc qui affecte TorchServe. Donc c'est un framework Python qui vous permet de faire du machine learning. Donc c'est un framework pas mal utilisé. Donc au-delà des 30 000 téléchargements PyPy par mois, et aussi le nombre assez important de téléchargements sur Docker Hub. En fait, c'est un framework qui est utilisé par des grands comme Amazon, Google, Intel, Microsoft, Tesla et Walmart. Et en fait, ce framework est vulnérable à une RCE, donc via le biais une server-side request forgery, donc une SSRF, et qui du coup vous permet d'exécuter vos commandes forgées. Donc pas forcément nécessité à penser après ce serveur, qu'est-ce que je peux faire, penser au mouvement latéral, sachant que si vous arrivez à compromettre le cœur de l'infrastructure d'IA, globalement vous avez accès à toute la propriété actuelle de l'entreprise. Donc à partir de ce moment-là, le mal est déjà fait. Donc pas penser à patcher vos frameworks et à renforcer la sécurité autour de votre infrastructure IA. Donc là, on part sur les failles sur le réseau, enfin sur des équipements réseau. Donc la première, donc qui affecte les firewalls Juniper. Donc il y a une RCE qui se retrouve dans le composant JWeb, qui permet tout simplement qui est l'interface de gestion de Junos OS, donc l'OS sur lequel tournent les firewalls Juniper. Euh, et donc cette faille qui se base sur le fait de pouvoir aller modifier des variables d'environnement sur le système distant. Euh, donc cette RCE est réalisable à cause de deux vulnérabilités. Donc le fait que vous avez la possibilité en fait d'uploader un web shape sur le firewall, et ensuite du fait qu'il y a un manque d'authentification qui vous permet de façon non légitime d'uploader un web shell sur le firewall. Et donc selon un scan Shodan, on aurait plus de 14 000 firewall Juniper exposés, et dont 79% qui n'ont pas été patchés, qui sont actuellement vulnérables à cette CVE. On a aussi du coup une 0D du côté de Cisco, donc qui est présente dans une des features qu'offre Cisco, donc GetVPN, donc qui impacte iOS et iOS XE, pardon, et donc qui est tout simplement une RCE, donc qui est réalisable ou un déni de service à votre choix. Par contre, le prérequis, c'est d'avoir un contrôle, d'être admin d'un groupe ou tout simplement d'un serveur de clés.
Et donc, la vulnérabilité vient du fait qu'il y a une validation en fait insuffisante de certains attributs, donc dans les protocoles utilisés par la feature, donc des protocoles GDOI, GIKEV2, et vous avez un patch qui est disponible. Et voilà. Oui, alors ça c'est juste un petit truc assez intéressant, c'est que en fait il y a pas mal de services web qui commencent à implémenter, pas forcément complètement, mais les nouveaux algos de crypto post-quantique. Ah oui, j'ai mis quantique, c'est post-quantique. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de services qui sont pas du tout adaptés dans le sens où le client Hello, donc l'échange des clés et la négociation entre le client et le serveur est très très grosse. Et cette négociation fait que, en fait, la plupart des outils font un seul read, une seule lecture avec une certaine taille, et souvent cette taille est inférieure à la taille de la négociation. Et souvent, les services ne se contentent de faire qu'une seule lecture et ensuite continuent le processus. Là, en fait, il faut faire une boucle parce que la taille de l'échange est assez grande. Et donc, ce qui fait qu'il y a plein d'applications qui sont vulnérables, entre guillemets, ou qui ne fonctionnent pas parce que tout simplement, elles n'arrivent pas à récupérer l'entièreté de la négociation du client Hello en algo post-quantique. Voilà. Ensuite, on va parler du coup des différentes attaques qui ont eu lieu au cours du mois. On va commencer par Free Download Manager, donc, qui a été victime d'une supply chain, donc, qui affecte uniquement l'utilisateur sous Linux. Donc en fait, le projet en lui-même aurait été compromis en fait en 2020 selon l'équipe de recherche de Kaspersky. Et en fait, au moment de récupérer le paquet deb, en fait, vous avez été redirigé vers un site malveillant, donc deb.fdmpkg.org, et ce qui du coup vous a fait télécharger un paquet .deb malveillant. Euh, Et donc, ça aurait été tous les utilisateurs qui auraient téléchargé une version d'FDM entre 2020 et 2022, car entre-temps, oui, donc le site aurait été publié par des pirates ukrainiens, donc je mis cette info. Et donc, le résultat de cette compromission a été du coup le vol de données des utilisateurs de l'application et le déploiement d'un Reverse Shell. Donc, j'espère que pour les personnes compromises en 2020, l'information l'information a été rendue publique depuis, parce que sinon on parle d'une compromission quand même depuis 3 ans. Euh, voilà. Vous avez un outil qui est fourni par Free Download Manager et qui vous permet de voir du coup si vous êtes vulnérable à cette version. Donc ensuite, donc les Mac qui ont été ciblés par le malware MetaStealer, qui est un infostealer qui va en fait chercher toutes vos données enregistrées dans les navigateurs et également sur machine et qui va les transmettre du coup à son développeur par un mail, par une archive zip qui est protégée par un mot de passe. Donc pour, euh, pour la petite info, du coup, en fait, cet info stealer se cache sous la forme d'une image disque, donc, un point DMG. Le code est obfusqué. Donc, vous pouvez vous amuser avec l'outil, malheureusement, si votre poste est compromis. Et donc, c'est une alerte qui a été relevée par Gatekeeper. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est un point assez intéressant. Donc, c'est une nouvelle famille en fait de malware donc, qui a été évoquée au courant du mois, donc nommée HTTP Snoop. Donc, en fait, qui est une backdoor qui va aller s'interfacer avec le pilote HTTP du noyau Windows. Et en fait, pour un attaquant, en fait, il va être possible d'envoyer des requêtes HTTP vers la machine backdoorée. Cette backdoor justement va aller, vu qu'elle est interfacée au pilote HTTP, va pouvoir aller lire certaines URL spécifiques. Donc, par exemple, un domaine contrôlé par l'attaquant va aller décoder les données qui ont normalement été encodées en base 64 et il va ensuite les exécuter sous forme de shellcode.
Donc en fait, au niveau Blue Team, c'est assez compliqué de, en fait, de voir quelque chose de suspicieux parce que là, on est sur des requêtes HTTP. Donc, normalement, du coup, avec ce malware, vous avez PipeSnoop qui est fourni avec. Ouais, super, la suite malveillante, et qui lui, de façon indépendante, va aller exécuter des shellcodes via Windows IPC. Donc, c'est potentiellement par PipeSnoop que vous pourrez détecter la compromission d'un de vos postes. Euh, et donc, ce dernier, en fait, va usurper l'identité d'un composant pseudo-légitime, parce que c'est du coup un composant de la solution Cortex XDR de Palo Alto. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas de Palo Alto sur votre réseau, ça relève quelques alertes. Mais vous avez également plusieurs variantes. Donc, une où PipeSnoop en fait va essayer de se faire d'imiter le service web de Microsoft Exchange, et un autre où les URL en fait envoyées, et du coup récupérées par le pilote, du coup, enfin, par la backdoor qui s'interface avec le pilote HTTP, va du coup en fait émuler des URL entre guillemets légitimes qui seraient échangées sur des applications Office Track ou Office. Là, vous avez un exemple tout en bas à droite, du coup, pour les requêtes interceptées pour les PipeSnoop qui imite le serveur web Exchange. Donc ensuite, une cyberattaque chez MGM Resort, qui a une portée quand même de 100 millions de dollars. Donc la conséquence, c'est 100 serveurs VMware OSXi chiffrés. Donc il y a 6 Tera de données qui ont été exfiltrées, sachant que forcément il y a une demande de rançon pour ne pas publier les données. Donc ça serait Scatter de Spider qui sera l'origine de cette attaque, et comment en fait ils auraient eu accès à ces serveurs grâce à l'obtention d'un containment global sur un tenant Entra ID. Donc il y a eu pas mal d'effets de bord en interne, donc la messagerie électronique qui a été rendue indisponible, des distributeurs de billets qui ont été défaillants, une machine à sous non fonctionnelle, et un blocage des services fournis en interne. Ouais, attends, juste, il y a un truc quand même Oui. important. Il y a un article qui est sorti, je crois qu'il y a quelques jours, qui parlait du coût de l'attaque. Et donc, ça leur a coûté plus de 100 millions de dollars, ce qui est quand même assez conséquent. Et rien que pour la reconstruction, il parlait de 10 millions de dollars à court terme. Donc, c'est vraiment, vraiment conséquent. Donc ensuite, donc là on est sur il a été découvert en fait qu'il y a 39 comptes Azure Storage qui ont été chiffrés par la Black Hat, donc en utilisant l'outil Sphinx. Donc il y a eu du coup des recherches par l'équipe Sophos, du coup qui s'est rendu compte en fait que c'est parce que la clé Azure en fait donnant accès à ces 39 comptes euh, avait été volée. Et donc, selon les recherches, il y a eu une compromission d'un des postes du coup de la cible, euh, qui a ensuite euh, qui a ensuite débouché sur le vol de l'OTP du compte Sophos Central, que donc dans l'extension LastPass sur un navigateur Chrome. Donc ensuite, grâce à l'OTP, il a été possible de désactiver l'autoprotection et de tout simplement de désactiver un ensemble de protections de sécurité sur l'application, et ensuite du coup de récupérer la clé Azure et de chiffrer les données sur les 39 comptes. Donc, pour rappel, ne stockez pas votre OTP avec vos mots de passe. Il faut bien respecter le facteur ce que j'ai et ce que je connais. Donc si vous placez votre OTP avec vos mots de passe, vous reposez uniquement sur ce que vous connaissez. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font avec typiquement KeePass. KeePass, il y a login, mot de passe, mais tu peux aussi enregistrer le seed, enfin le secret pour générer un OTP. Et après, KeePass peut te générer l'OTP et les saisir automatiquement. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Essayez de pas le faire. Essayez, Euh, ouais. c'est ça.
Ensuite, une vulnérabilité, donc celle-là, elle est assez intéressante parce que du coup là, on est surtout, donc ça fait intervenir votre GPU, donc c'est pas une attaque à proprement parler dans le sens où enfin du moins, elle n'a pas été exploitée dans la nature officiellement, mais enfin c'est une attaque qui a été étudiée par un groupe de chercheurs euh, et du coup en fait qui permet par le biais d'une page web malveillante de divulguer des pixels d'une autre page web. Donc, on pense par exemple aux iframes. Euh, donc, euh, donc ça, c'est en fait possible grâce à la compression automatique des données donc, graphiques dans les GPU. Donc globalement, on le verra après, ça touche globalement tous les matériels graphiques de n'importe quel fabricant. Donc c'est une compression automatique qui est faite justement pour vous faire économiser de la bande passante. Donc ça fonctionne sur Google Chrome et Microsoft Edge. Pour les autres navigateurs, ils sont pas affectés par cette vulnérabilité, enfin, vulnérabilité entre guillemets. Donc, ce qu'on a vu, donc, touche globalement le matériel de tous les fabricants, donc AMD, Intel et les autres. Euh, donc, euh, donc, en fait, pour il y a des tests du coup qui ont été faits pour voir la reconstruction de pixels, donc forcément des pixels ciblés. Donc, vous savez exactement quel pixel vous voulez voler sur une page web. Donc, on pense par exemple à une page qui afficherait, pour un utilisateur authentifié, son username et son mot de passe en clair sur la page. Donc, c'est ça que l'attaquant va potentiellement rechercher à reconstruire. Pour quelques pixels, on a un temps de 30 minutes donc, pour la reconstruction grâce à un Ryzen 7 et 215 minutes pour un i7. Donc, forcément, là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Faut savoir exactement quel pixel récupérer. Si vous voulez récupérer l'ensemble de l'iframe, je pense que vous en avez pour beaucoup plus de temps que ça. Là, il ne s'est pas précisé pour combien de pixels ciblés, mais je pense que c'est pas plus d'une dizaine de pixels. Euh, comment se prévenir cette attaque? Donc là, on joue sur les iframes. Donc même si vous avez une politique qui vous empêche justement d'aller exécuter le contenu d'une page sur une autre, bah justement, en fait, c'est sur ça que vient jouer la compression automatique. Donc, votre GPU va compresser les données et c'est uniquement après qu'il va y avoir un check au niveau de la politique du site. Donc, si vous voulez réellement bloquer ça, bah, en fait, il faut se centrer autour des iframes et donc utiliser des options, donc des entêtes sur votre site, donc X-Frame Option ou des politiques CSP strictes donc qui vont chercher à désactiver ces iframes. Sachant que du coup, par rapport à ça, donc GPU.zip, c'est le nom qui a été donné à cette attaque par vol de pixels. Euh, il paraît qu'en fait, les fabricants sont au courant de cette, selon eux, fonctionnalité depuis quelques mois, depuis avril, si je me souviens bien. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est prévu d'être abordé selon leur côté. Donc vous avez des infos du coup sur Git, donc par le groupe de recherche, donc UT Security. Vous avez également un POC, donc ça vous détaille complètement et ça vous l'expliquera beaucoup mieux que moi comment fonctionne l'attaque et comment la reproduire, bien sûr à but pédagogique. C'est surtout incroyable que ça fonctionne. Mhm. On dirait de la science-fiction. Surtout que ça touche quand même tous les matériels, donc à partir de ce moment-là, tu te dis tout est possible. Ouais, totalement. Ensuite, là, on part du côté de Microsoft, donc un leak assez massif, parce qu'on parle quand même de 38 Tera de données leakées. Donc en fait, c'est des données qui auraient été du coup leakées accidentellement par l'équipe chargée de la recherche sur l'intelligence artificielle. Donc leak qui contient plus de 30 000 messages internes, que des messages partagés sur Teams, des secrets et des données employées. Donc en fait, ces données auraient été accessibles seraient accessibles depuis 3 ans euh, sur un, sur un Azure Storage. Et donc le problème, c'est que du coup,
cet espace est mal configuré. Vous avez un jeton, donc un jeton SAS Shared Access Signature qui est beaucoup trop permissif et l'URL aurait fuité sur un projet public GitHub donc, justement qui touchait à l'IA et donc il a été retiré entre-temps, mais on parle quand même de 38 Tera accessible depuis 3 ans. Vous avez également une fuite de données chez Airbus, donc qui touche 3200 fournisseurs. Donc là, on a tout type de données, donc nom, prénom, euh, adresse mail, numéro de téléphone. Donc malheureusement, il y a également des entreprises françaises comme Thales. Euh, donc au niveau du facteur de compromission, ça serait le poste l'ordinateur d'une personne, d'un employé chez Turkish Airlines, donc qui aurait été victime d'un infostealer, justement dans son framework.NET. On a parlé de la vulnérabilité tout à l'heure dans le bulletin Microsoft, qui aurait permis en fait de voler les identifiants de connexion et d'accéder ensuite au portail d'Airbus, qui aurait permis d'accéder aux informations des fournisseurs. Et donc dernière fuite de non, il y en a encore une après. Donc autour de LastPass. Donc Ouais, c'est moi qui non, l'ai c'est pas rajouté, cool. j'ai pas changé la couleur, mais vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, presque un an, l'espace a été piraté plusieurs fois d'affilée, et à la fin, c'est un développeur qui s'est fait compromettre son poste, et suite à ça, les copies de sauvegarde des coffres forts de mots de passe chiffrés ont été volés. Et depuis, 150 personnes se sont fait voler leurs cryptoactifs à partir de leur portefeuille. En fait, des gens ont accédé à leur portefeuille et ont volé leur crypto-monnaie. Les gens ne savent pas comment. Et il y a une enquête qui a été menée. Et a priori, le seul point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles avaient toutes leurs mots de passe de leur porte-monnaie de cryptoactifs dans l'espace. Et la plupart des personnes sont des personnes apparemment soit expertes en cybersécurité, soit très sensibilisées, qui n'ont pas eu d'attaque de phishing ou rien de ce type-là. Et donc, ce que suppose, alors il y a une excellente enquête de Brian Krebs là-dessus. Ce qui est supposé, c'est que les gens ont réussi, les attaquants ont réussi à déchiffrer les conteneurs LastPass et donc à récupérer les mots de passe, dont les clés privées des wallets. Mais l'enquête est en cours. Rien n'est sûr, donc, mais a priori, ce serait ça. Ce qui est plutôt inquiétant, ça veut dire que tous ceux qui utilisaient LastPass avant la compromission, déjà à l'époque, on leur avait recommandé de changer un maximum de mots de passe, mais je réitère cette recommandation. Changer de solution de coffre-fort de mot de passe. Ouais, mais après, ça peut être n'importe qui Oui, demain. bien sûr. Le truc, c'est que, oui, l'espace s'est fait pirater. Bon, ils avaient une sécu pas ouf, mais au-delà de ça, n'importe quel autre éditeur peut se faire pirater. Après, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ce genre de solution? Je sais pas. Il faut Il y utiliser a un vraiment coffre-fort de mot de passe, mais il faut l'avoir chez soi. Faut Ouais, pas mais même mettre. après, si je te cible toi, je vais te cibler toi, je vais Ouais, mais là, réussir à si combattre ton poste et à voler ton coffre-fort de mot de tu passe. cibles moi, c'est plus compliqué que si tu me cibles l'espace.com, quoi. C'est sûr. Oui, et puis comme tu n'as pas de portefeuille de crypto-monnaie ouvertement Oui, tout le connu, monde s'en fout, ouais. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Par contre, j'ai des noms. Ensuite, on a une fuite de données donc du côté de Darkbeam. Donc tout simplement une interface Elasticsearch Kibana qui est pas protégée, qui était totalement accessible et qui permettent d'accéder à plus de 3,8 milliards d'enregistrements. Donc vous avez des mails, des mots de passe. C'est assez incroyable. Vous pouvez voir, vous avez des fichiers donc qui vont bon, alors, là c'est email 2 jusqu'à email 9 et donc vous avez plus de 80 gigas à chaque fois pour chaque fichier. C'est assez faramineux. Donc là, on est sur la dernière fuite de données, enfin la dernière dont on va parler dans cette présentation. Donc là, du côté de donc une fuite de données qui a été partagée du coup sur Discord, qui est revendiquée entre guillemets par les Anonymous, donc enfin par des gens qui se disent membres d'Anonymous. Qui ont tout simplement fait fuiter bon nombre d'informations liées aux pro-russes, à des pro-russes. Donc vous avez également des
des informations, donc des IP et autres, sur des caméras CCTV vulnérables. Vous avez des données sur infrastructure critique de la Russie. Et donc, justement, vous avez des données sur des comptes pro-russes. Donc, ça va des comptes Instagram, des comptes Twitter, enfin, des comptes X, j'aurais dire, et autres. Donc, vous avez également des comptes de membres du groupe Killnet. Donc là, vous pouvez voir à droite. Bon, si vous cherchez bien, vous avez même enfin, l'identité d'une personnalité française. Je ne dirais pas son nom. Et donc, je pense que je ne sais pas si le leak a été supprimé entre-temps, mais il serait là depuis quelques semaines déjà. Alors juste deux petites choses. La première, c'est assez rigolote, c'est pour désactiver un EDR. En fait, il y a un certain nombre de structures en mémoire qui utilisent des EDR pour avoir des informations sur des événements de sécurité. Et en fait, juste en modifiant ces petites structures et certains flags, je sais jamais comment on traduit flag en français, mais bon, en modifiant certains flags, on peut juste désactiver ces alertes. Et donc en fait, l'EDR ne fonctionne plus. Donc voilà, en fait, donc il y a un article qui a été fait par Webstone qui est assez intéressant là-dessus. C'est vrai qu'en fait, au final, ça revient à demander poliment à l'EDR de se désactiver. Et le deuxième truc qui est très très rigolo, s'il y a des joueurs dans des blue teams, et j'en connais un certain nombre, qui ont envie d'embêter soit des auditeurs, soit même des attaquants, vous pouvez rajouter dans vos applications Java, alors je vous laisserai lire le GitHub et l'article, enfin les éléments, mais un petit bout de code qui fait que lorsque quelqu'un va vouloir décompiler l'application Java, donc potentiellement Android par exemple, il y aura une exécution de code sur son poste. Parce qu'en fait, il y a une vulnérabilité dans JDGUI qui est l'un des outils les plus utilisés pour décompiler les applications JavaScript, Java, pardon, et qui permet en fait d'avoir tout le code complet. Et donc en fait, là, on peut vraiment exécuter du code, prendre le contrôle du poste, et après, vous pouvez jouer avec votre victime. Bien sûr, ne pas le faire dans la vraie vie, mais voilà, ça peut être rigolo pour si vous avez une opération Red Team en cours et vous savez qu'il y a, je sais pas, un périmètre avec de l'application Java ou Android qui va être audité, vous pouvez jouer avec vos auditeurs. Jérémy? Ah, pardon, mon micro était désactivé. Oui, donc on a une publication qui a été faite par la NSA et le CISA, donc qui est au top 10 des erreurs de configuration donc les plus courantes en cyber. Donc bon, on va pas passer beaucoup de temps dessus, mais du coup, vous pourrez revenir dessus. Juste parler du top 3, donc configuration par défaut des logiciels et des applications, donc que ce soit des identifiants de connexion par défaut, admin, ou des permissions à changer, ou des fichiers de configuration par défaut, ou par exemple SSH qui laisse par défaut à l'authentification par mot de passe et qui autorise pas par défaut l'authentification par clé. Donc on est sur ce genre d'erreur. Donc ensuite, deuxième place, séparation inadéquate des privilèges d'utilisateur et administrateur. Donc là, on a soit des permissions donc, trop excessives pour un simple utilisateur ou des permissions qui sont tout simplement pas essentielles, qui doivent être retirées, même pour un compte ayant quelques privilèges, quelques super privilèges. Et pour le dernier donc, de ce top 3, on a la surveillance suffisante donc, du réseau interne, donc le manque d'outils, que ce soit matériel ou logiciel, qui permettent de suivre du coup l'activité entre votre applicatif et vos postes. Alors ça y est, le rachat de Splunk par Cisco a été enfin réalisé. Ça fait près d'un an, je crois qu'on en parle, un peu plus. Et donc la blague, c'est est-ce qu'ils ont racheté Splunk parce que voilà, ils voulaient racheter Splunk pour 28 milliards de dollars ou est-ce que c'était juste le renouvellement des licences et que ça coûtait finalement moins cher de racheter l'entreprise? Donc voilà, donc ça c'est un énorme rachat fait par Cisco. On va voir ce que ça va donner parce que Cisco a comme une spécialité de racheter les entreprises et de détruire ce qu'ils ont fait. Ça a été le cas pour les firewalls Pix, ASA, pour les load balancers, les CSS. Ça a été le cas aussi pour SourceFire, enfin pour plein d'entreprises qui ont été intégrées au produit Cisco et finalement ça n'a pas donné grand-chose.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle en France, c'est que donc l'éditeur français de DR, Arfanglab, vient d'annoncer qu'ils ont fait une levée de fonds de 25 millions d'euros et surtout qu'ils ont passé les tests du Mitre, qui est une espèce de test enfin, qui est pas un espèce, qui est le test du Mitre suivant le référentiel du Mitre Attack. Et en fait, le Mitre a un espèce de laboratoire où il évalue la plupart des EDR sur sur la matrice du Mitre Attack. Et c'est bien parce qu'on a un éditeur français dedans et qui vient de le passer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça, c'est TikTok qui a reçu une belle amende en Europe pour avoir enfreint donc, le RGPD, en particulier sur les données, la gestion des données des mineurs. Je crois qu'il y avait un problème de non-consentement en particulier. Mais donc c'est une belle amende. Alors j'espère qu'ils vont la payer parce que je ne sais pas s'ils ont leur siège en France, mais en tout cas, ce serait bien qu'ils payent l'amende. De toute façon, c'est qu'une question de temps pour TikTok. Parce que du coup, c'est au mois de janvier du coup, il y a une discussion pour savoir si TikTok va se faire bannir ou pas en France. Oui, oui, oui. Donc un point sur les conférences. Donc il y a la Hack in Paris donc, qui s'est déroulée en fin septembre et donc à venir. Donc il y a les assises donc, du 11 au 14 octobre à Monaco. Il y a la Kevens le 13 octobre à Lyon. L'Hexacon le 14-15 octobre à Paris. DevSecOps World Tour le 17 octobre à Paris. Identity Days le 24 octobre à Paris. Et la JSSI donc le 12 mars 2024 à Paris, qui portera sur l'intelligence artificielle et insécurité. Et Unlock Your Brain à Brest, même si c'est Ouais. loin. Ouais, il y en sur a le d'autres, territoire, On nous entend, là? Oui, oui, on nous Ouais. entend. Bon, déjà, cette semaine, il y a quand même Sexy, qui est quand même la vraie conférence de cybersécurité au bord de la mer cette semaine. En bikini. Donc, Sexy à La Ciotat. Ensuite, effectivement, il y a Ubis, et puis il faut pas, enfin, je sais pas, il faut citer le hack, le stick, les vrais confs, quoi. Et autre chose vraiment importante, il y a surtout la semaine prochaine l'afterwork de l'OCIR, mardi. Inscrivez-vous. Nous Vous en pourrez parlons à la venir. fin. Les adhérents à l'OCIR auront un petit coupon pour avoir une conso gratuite. Mais c'est ouvert à tout le monde, mais les adhérents auront leur conso. La première conso, hein, la première. Et c'est le patron de cybermalveillance.gouv.fr qui nous fera un immense honneur de venir. Donc surtout, inscrivez-vous, venez, faites du bruit autour de vous. On va repousser les annonces cette semaine là-dessus. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. C'est pas fini. Nico, C'est pas fini, Hervé. couper le. Ah, c'est pas fini. Ah, d'accord, alors Bon, continuez. En fait, nous, on voit un écran noir ici. Ok. Ah bon? Alors, Moi, je vois un écran normal. Couper l'enregistrement. Non, Non. ça marche chez moi. Il n'y a que chez vous que vous voyez pas. À mon avis, c'est un problème de Wi-Fi. Bon, on va se débrouiller. Donc, Ok, du donc la coup, partie troll, divers. donc on commence par un point donc du côté de Signal donc qui va en fait rajouter des algorithmes robustes donc assez robustes pour résister aux ordinateurs quantiques donc du chiffrement donc, assez intéressant donc qui va se du coup passer de X3DH au protocole PQXDH donc, qui a été validé et certifié. Je sais pas s'il a déjà été mis en place ou s'il va être mis en place. Je crois qu'au moment où j'écris le point, il était juste annoncé. Donc, si quelqu'un a l'info, qui n'hésite pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est juste un drama en cybersécurité où une personne s'est attribuée des vulnérabilités découvertes par des chercheurs chinois mais qui n'avaient pas peu communiqué dessus. Et en fait, il s'est attribué les vulnérabilités en disant que c'était avec son faiseur qu'il les a trouvées. Finalement, c'est le faiseur d'une équipe chinoise. Donc voilà, bon, un peu un vol de CVE. Donc ça c'est assez sympa. Donc pour ceux qui connaissent Spy Kids, donc c'est bon, ils ont réussi à faire une caméra plus petite qu'un grain de sable. Donc c'est le produit OmniVision OVM 6948, caméra cube chip, donc qui a des dimensions assez incroyables, donc tellement incroyables que qu'ils ont obtenu un record du monde. Donc on est sur 0,65 mm x 0,65 mm x 1 mm 158. Donc bien sûr l'usage est
est plutôt réservé à la médecine. Donc, que ce soit pour rattacher la caméra à des fil kits jetables, des endoscopes, des cathéters, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on est quand même sur des SP assez corrects pour un appareil aussi petit. Donc, un framerate de 30 images par seconde, une résolution de 40K pixels, un champ de vision qui va jusqu'à 120 degrés et pas spécialement d'infos sur l'autonomie. On se fait juste que l'autonomie est assez bonne et permet totalement un usage de la caméra au cours d'une opération ou d'une supervision. Le point d'après, donc c'est du côté de Proton, donc qui a mis au point des nouveaux CAPTCHA, donc qui est basé sur une défense multi-coup. Donc en fait, vous avez deux défis. Donc vous avez un défi d'alignement de faisceau. Vous avez par exemple une ligne horizontale et vous allez devoir déplacer un curseur pour mettre un carré aligné sur la ligne. Et vous avez ensuite un puzzle intuitif en 2D. Donc, Proton se déclare leur CAPTCHA comme le premier CAPTCHA au monde ayant des technologies donc résistantes à la censure intégrée. Pour être sûr que ça soit le cas, ils ont essayé de cocher toutes les cases que devrait cocher un CAPTCHA, donc conforme au RGPD, mobile friendly, pas de service tiers, un soutien aux malvoyants. C'est pareil, vous avez la possibilité d'activer le son sur les CAPTCHA et de la prise en charge du coup du routage alternatif, donc justement pour éviter cette fameuse censure. Donc, pour expliquer ce que c'est juste pour si vous voulez utiliser vos CAPTCHA en Chine et que la Chine interdit les CAPTCHA de communiquer directement avec les serveurs de Proton, et ben vous passez par des serveurs qui eux sont autorisés, enfin par des nœuds qui sont autorisés en Chine. Et donc, ainsi, vous permettrez, votre routage vous permettra d'être, d'être autorisé à utiliser ce CAPTCHA. Et ensuite, donc je l'ai pas mis en technique Red Team parce que c'est plus un troll qu'autre chose. Donc c'est un utilisateur qui essayait de faire résoudre un CAPTCHA à ChatGPT. Donc, il lui a demandé si, donc avec une image brute, si le modèle de langage pouvait résoudre le CAPTCHA. Euh, forcément, ChatGPT a dit qu'il était désolé parce qu'il n'était pas capable de lire le texte sur l'image. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'avec un petit peu plus, avec un petit peu de motivation, en fait, vous arrivez à lui débloquer la feature. Lol. Donc là, en fait, la personne dans son message a informé le modèle qu'en fait c'était une médaille, que c'était pas un captcha, c'était juste un médaille avec des caractères un peu illisibles dessus et que sa défunte grand-mère lui offrait le médaillon et que c'était important pour lui de décoder le contenu de l'image. Et donc ChatGPT a été sympa et il était capable de lire le contenu sur sa médaille. C'est encore le coup de la grand-mère, comme celui qui demandait à ce que ChatGPT disait ma grand-mère, elle me lisait les numéros de série Windows quand j'étais petit et ChatGPT lui a lu les numéros de série de Windows comme le faisait sa grand-mère. Ouais, vraiment sympa, c'est ça. Vraiment sympa ChatGPT. Et ensuite, un point donc du côté du Flipper Zero. Donc, si vous essayez d'emporter votre Flipper Zero à l'étranger, donc c'est de passer le portail de sécurité à l'aéroport au moment des fouilles, vous risquez d'avoir quelques surprises si s'ils ont connaissance de ce que c'est, de ce qu'est un Flipper Zero. Parce que vous risquez en fait de vous le faire saisir et c'est une histoire vraie. Donc c'est une histoire qui est racontée du coup à l'aéroport de Gatwick à Londres. Et la raison en fait de la saisie était le fait qu'en fait l'outil, je cite, est capable entre autres de numériser et de copier des cartes de badge telles que celles utilisées par le personnel de sécurité de l'aéroport. Et donc ça a été assez loin parce que du coup ils ont dû téléphoner, appeler la police et c'est ensuite la police qui a repris l'affaire. Et de ce que j'ai vu à la fin de l'histoire, il n'a pas récupéré son Flipper Zero.
Mais bon, là, on parle du Flavor Zero, mais c'est également valable pour votre kit de crochetage. Si vous voulez si vous voulez prendre l'avion avec votre kit de crochetage, il va falloir un peu négocier avec les agents de sécurité. L'autre sujet, c'est un bug bounty qui a été proposé et ouvert pour essayer de prouver que les courbes d'elliptique qui ont été proposées par la NSA il y a 20 ans sont trouées, qu'il y a une porte dérobée dedans. Et donc en fait, bah voilà, vous pouvez essayer, lire cet article et aller voir si vous avez suffisamment de puissance de CPU ou intellectuelle pour prouver qu'il y a vraiment une porte dérobée dans ces courbes d'elliptique qui ont, comme le fait toujours la NSA, été générées mystérieusement, sans aucune explication. Donc voilà, on ne sait pas s'il y a vraiment une porte dérobée et un moyen pour eux de les casser ou pas. Au pire, même si elles sont pas trouées, il y a la technique Marvin Attack. Donc, Oui, ça, il y totalement. a quelque chose à faire avec. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a un broker russe qui s'appelle Operation Zero, qui, d'ailleurs, on en avait parlé, je crois, il y a 1 ou 2 mois, avait demandé à acheter des vulnérabilités sur iOS et autres, parce qu'en fait, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne vendent que aux entreprises russes ou aux agences étatiques russes. Donc, bon, c'est tout de suite à commencer à voir les vulnérabilités. Donc là, ils ont fait une annonce comme quoi ils achetaient une chaîne de compromission complète iOS pour 20 millions de dollars. C'est quand même assez fou parce que c'est quasiment 20 fois ce qu'on peut trouver ailleurs, 10 fois pardon, ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais voilà, donc si vous avez une chaîne de vulnérabilité complète qui permet en gros de jailbreaker un iOS sans une seule interruption de l'utilisateur, bah, soit vous la reportez à l'éditeur et vous touchez, je crois, 1 million et demi, soit vous la vendez à ce broker qui va ensuite sûrement le vendre au FSB ou autre pour mener des opérations pas forcément très gentilles vis-à-vis de nos nations. Et le deuxième, c'est juste une blague par rapport à l'accident, enfin l'incident de sécurité MGM dont on a parlé tout à l'heure. MGM a posté une annonce pour essayer d'embaucher un expert en Linux Red Hat afin de les aider à reconstruire. Et ce qui est fou, c'est qu'il demandait à la personne de travailler 7 jours sur 7 pendant 10 heures par jour et que c'était payé 100 dollars par heure, ce qui, pour un Américain, n'est pas beaucoup. Alors rapporter en 100 euros heure, oui, c'est bien pour un Français, mais 100 dollars heure pour un Américain, c'est pas beaucoup. Voilà, donc il y a toute une suite de threads Twitter là-dessus et des réactions moqueuses vis-à-vis de ce salaire et sur toutes ces horaires de travail. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on devrait faire la même chose, je pense, en France, en Europe. Le gouvernement chinois a tourné et publié une vidéo de sensibilisation à l'OSINT. Et plus qu'à l'OSINT, c'est en fait une vidéo qui présente des gens qui prennent des photos comme ça dans la rue, dans leurs vacances. Et en fait, sur certaines de photos, il y a des documents confidentiels. Ou là, sur le truc que j'ai pris, on voit une espèce d'antenne militaire. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que le problème, c'est que les photos prises par les individus peuvent contenir des éléments un peu sensibles et après ça peut être récupéré par une nation étrangère hostile qui peut les utiliser pour avoir de l'information pour ensuite essayer je sais pas, d'attaquer le pays. Donc voilà, la vidéo est plutôt bien faite, je trouve que c'est vraiment intéressant. On pourrait presque la réutiliser en France en la sous-titrant ou en la mettant en français, mais c'est assez intéressant à voir. Ah, et donc la prochaine réunion, c'est le 14 novembre. Et comme l'ont dit Nicolas et Hervé tout à l'heure, et JP, le 17 novembre, le mardi 17 novembre, nous faisons un after work à côté de Beaubourg. Donc inscrivez-vous. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a Vas-y. juste oublié un dernier truc, c'est qu'il y a les données des impôts. On n'en a pas parlé, mais ça circule sur certains réseaux. Une liste en fait d'un certain nombre d'identifiants et mots de passe qui permettent d'accéder au site des impôts des gens. Voilà, mais c'est vrai qu'on a oublié d'en parler. Le micro est ouvert, tu peux y aller. Bravo pour cette longue présentation de la veille, merci beaucoup. Nicolas, tu peux couper le micro. Dans l'enregistrement. L'enregistrement.